Alors, quelques mots d'introduction rapidement. La question de l'image en éducation est une question qui a été historiquement extrêmement controversée. Elle a été extrêmement controversée puisque l'éducation s'est tantôt méfiée de l'image au point de l'extirper totalement de son projet, tantôt l'a utilisée et parfois de manière abusive. Si on remonte aux origines de l'éducation occidentale, c'est-à-dire à Platon par exemple, eh bien l'image c'est ce dont il faut se détacher, puisque la philosophie prétend que l'image est toujours fausse et que la réalité c'est la capacité à accéder à l'intelligible en sortant du sensible. Il faut donc purger l'enfant de toutes les images pour lui permettre d'accéder à des concepts. Il n'y a donc pas d'image dans l'école de Platon, mais il n'y a pas d'image dans, globalement, toute une tradition de l'éducation centrée sur la spéculation, centrée sur l'intelligence, centrée sur le maniement de la conceptualisation. Si on prend par exemple les textes du philosophe Alain, on s'aperçoit que le philosophe Alain excluait complètement les images. Il voulait les exclure à la fois des livres, mais aussi des murs de la classe. Il exigeait des murs nus, où rien ne puisse distraire l'enfant, et il voulait que l'enfant soit confronté à des exercices qui soient des exercices qui l'amènent à se dégager de ces images, qui ne sont que toujours partielles, toujours déformées, d'une réalité qui n'est accessible que par l'intelligence. Ça peut nous paraître curieux, étrange aujourd'hui, cela, ça n'est pas tellement que cela finalement. C'est vrai que les constructions intellectuelles humaines sont souvent des constructions qui se dégagent des images immédiates pour faire accéder à des concepts ou à des modèles qui se donnent comme plus vrais que les images. Un exemple célèbre, celui de Marx. Marx qui explique qu'il n'a pas appelé son livre essentiel « Les capitalistes », ni même « le capitalisme », qu'il l'a appelé « le capital », en expliquant que les capitalistes, ça n'existe pas, puisque si vous détruisez quelques capitalistes, il y en aura de nouveaux, que le capitalisme lui-même, c'est un ensemble d'outils qui n'existe que parce qu'il existe une mécanique qui n'est intelligible que conceptuellement, qu'intellectuellement, qui est la mécanique de la plus-value, et que cette mécanique, c'est celle qui est engendrée par l'existence du capital. Et Marx va même jusqu'à dire que l'aliénation des ouvriers, c'est de leur faire croire qu'il suffirait de détruire quelques capitalistes ou de tuer quelques policiers pour renverser le régime, alors que les capitalistes eux-mêmes et les policiers, a fortiori, ne sont que des images d'un système qui les supporte, qui les sous-tend et qui est la véritable réalité auxquelles les images que nous rencontrons nous empêchent d'accéder. Donc tout l'enseignement français, tel qu'il s'est développé dans l'Hexagone en particulier, s'est développé dans cette méfiance des images. En même temps, à partir de Jules Ferry, mais déjà avant avec les écoles religieuses, les éducateurs se sont aperçus que, en extirpant totalement l'image, on se privait d'un moyen éducatif précieux. C'est la raison pour laquelle je vous indiquais que l'on a oscillé entre l'exclusion de l'image et parfois l'introduction de l'image, entre l'interdiction de la représentation et l'iconographie. L'iconographie avec parfois un aspect de sanctuarisation pour précisément faire adhérer l'enfant à ce qu'il n'est pas encore capable de comprendre. L'icône donne à adorer ce que l'enfant n'est pas encore un âge, en mesure, ou ce dont on ne veut pas qu'il soit en mesure de penser. Alors effectivement, si on regarde
l'histoire de l'éducation, on a ce va-et-vient. Et si l'on regarde les classes, les classes de la Troisième République, on a cette oscillation entre la méfiance à l'égard de l'image, considérée comme toujours trompeuse, et la nécessité d'utiliser des images pour incarner aux yeux de l'enfant ce qu'il doit non seulement savoir, mais ce qu'il doit pouvoir se représenter, ce qu'il doit pouvoir exprimer dans son esprit, ce vers quoi tend l'éducation. Et bien évidemment, sous la Troisième République, on va développer toutes les images qui renvoient à la patrie, aux grands hommes et à l'exaltation de ce qui a constitué l'État-nation. Alors, ça c'est pour le passé. À partir des années 1960-1970, nous allons aborder une deuxième étape. Une deuxième étape avec une autre alternative, qui est moins une oscillation qu'une alternative, entre ceux et celles qui veulent décoder les images et qui vont s'atteler à mettre en place dans les classes ce que l'on appelait à l'époque la grammaire de l'image, et puis ceux et celles qui vont s'attacher plutôt à la symbolique de l'image, c'est-à-dire à travailler plutôt autour de sa signification, ce qu'elle signifie, ce à quoi elle renvoie sur le plan culturel, plutôt que la manière dont elle est construite. Alors ceux et celles, mais il y en a vraiment pas dans la salle, qui sont assez anciens pour avoir connu la période de la grammaire de l'image, se souviennent peut-être qu'on apprenait, je l'ai appris à mes élèves en 6e, parce que c'était au programme quand j'étais professeur de français, ce qui était une prise en contre-champ. On expliquait qu'un contre-champ, ça permettait le montage. On expliquait aussi qu'une contre-plongée s'agrandissait, qu'une plongée ça rapetissait. On expliquait ce qu'était un plan américain. On expliquait comment on faisait un panoramique, etc. Et avec tout ça, on nous donnait quelques éléments de lecture de l'image, comme on disait à l'époque, lecture de l'image qui était essentiellement illustrée à travers quelques plans célèbres de films classiques, ultra classiques. Je me souviens avoir étudié en détail la fameuse scène du cuirassé Potemkin, où dans l'escalier, le fameux landau dégringole pendant un temps infini, avec une alternance de plans rapprochés, éloignés, de zoom, de contre-plongée, etc., pour donner le sentiment de la révolte et en même temps de la colère ressentie par le peuple tout entier à la vision de l'injustice. Alors il y avait donc tout ce travail sur le décodage de l'image et sur la notion des effets que produisait l'image. Cette notion des effets que produisait l'image a abouti très souvent à confondre l'image avec la somme des effets que l'image utilise et l'effet final que tous ces effets produisent. Mais on a vu apparaître, et c'est un peu le pendant de cette grammaire de l'image, aussi à peu près en même temps, et sous l'impact d'ailleurs à la fois du cinéma mais également de la publicité, tout un travail sur le contraire de l'effet, ou sur ce qu'on pourrait appeler le minimalisme de l'effet, l'ascèse de l'effet, c'est-à-dire ce qui va au fond resserrer l'effet jusqu'au moment où il sera le plus symbolique et où il y aura le minimum de moyens dépensés pour le maximum d'émotions produites sur le spectateur. Et là, on a une bascule qui est, à mon avis, une bascule extrêmement intéressante. Quand on passe, par exemple, de l'étude d'Eisenstein et d'un film d'Eisenstein qui est une accumulation d'effets extrêmement prolixes et extrêmement démultipliés, à l'étude de certains films comme La Nuit du Chasseur, par exemple, qui sont des films où les effets sont très atténués, où il y a une sorte d'ascèse absolue avec quelques effets qui apparaissent d'autant plus
plus inquiétants, qu'ils sont rares, peu nombreux, qu'ils se déroulent dans une sorte de pénombre permanente et qu'ils ont pour vocation de faire peser sur le spectateur une angoisse et une inquiétude qui monte et qui monte et qui monte et qui monte jusqu'à la fin. Quand on passe de l'un à l'autre, on passe d'un certain type d'image à un autre type d'image, et ça correspond d'ailleurs à peu près à ce qui s'est passé au même moment dans le théâtre, quand on a abandonné le décor de type naturel qui imitait la réalité pour construire des décors avec des cubes de bois, avec quelques morceaux de carton, qui étaient censés symboliser une réalité que l'on ne voyait pas. On entrait directement dans le symbole. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'image oscille un peu entre ces deux polarités. L'image à effet maximal, c'est celle du futuroscope, celle du futuroscope à Poitiers, là-bas quelque part, dans les environs de Poitiers. On vous fait descendre un rapide canadien, et pour descendre un rapide canadien, on vous installe dans un siège qui est monté sur vérin hydraulique, de telle manière à ce que vous puissiez ressentir les vibrations du canoë canadien. Alors vous êtes entouré d'un écran à 180 degrés, 360 degrés même dans un certain nombre de cas. Tout cela vibre, vous avez un son surround qui vous emplit les oreilles, et on va même jusqu'à vous projeter des petites gouttelettes qui vous donnent le sentiment d'être mouillé quand vous sortez, d'avoir réellement descendu le rapide canadien. Vous êtes là, accroché à votre siège, vous avez vécu pour de vrai une expérience que l'image vous a permis de vivre sans danger, alors que si vous étiez parti au Canada, il y a réellement descendu un rapide, vous n'en seriez probablement pas revenu. Mais quelle différence entre l'expérience du futuroscope et puis celle, par exemple, du no japonais, où dans une danse qui oppose deux bandes rivales, arrive à un moment un orage, et où pour marquer l'arrivée de l'orage qui va dévaster les villages, il y a simplement une main qui fait un signe avec un petit doigt qui indique que quelque part dans le ciel, il y a un Dieu qui se fâche. On est là dans l'exact opposé du futuroscope de Poitiers, on est dans une image qui pousse l'ascèse jusqu'au maximum pour entrer complètement dans le symbolique. Et au fond, la plupart des images auxquelles nos adolescents comme nos enfants sont confrontés oscillent entre ce que j'appellerais d'un côté l'obscène et ce que j'appellerais d'un côté le symbolique. L'obscène, c'est quand tout est montré, et quand tout est montré, par définition, il n'y a plus rien à penser. Le symbolique, c'est quand tout n'est pas montré, quand précisément le travail de l'intelligence est mis à profit, quand il est mis en route pour être mis à profit, et que celui qui reçoit l'image entre avec l'image dans une interlocution, il comble en quelque sorte un certain nombre de manques, il dialogue avec cette image pour évoquer en lui ce que cette image évoque pour les autres ou a évoqué pour celui qui l'a créé. L'image obscène est celle-ci qui scotche à l'écran, c'est celle qui sidère, c'est celle qui vous met face à un univers dont vous ne pouvez pas vous échapper. L'image symbolique, c'est celle qui vous laisse une grande partie du travail d'interlocution à faire vous-même, qui vous met en route et qui vous propose de poursuivre le travail du symbolique en élaborant éventuellement vous-même d'autres images. Alors j'ai évoqué le futuroscope pour définir ce qu'on pourrait appeler l'image obscène, mais l'obscénité n'est pas toujours un effet à caractère sexuel, elle peut être de toute autre manière. La télé-réalité est une bonne illustration de l'obscénité. Tout est montré. On veut tout montrer. Alors évidemment c'est faux, on ne montre pas tout, mais on donne l'illusion de tout montrer
pour que précisément la personne ne puisse pas échapper à cette sidération qui lui arrive frontalement et qui la scotche à son écran. Mais le jeu électronique est une autre manière de concevoir l'image obscène, celle qui vous scotche. Quand vous jouez à un jeu électronique avec un joystick, même si ce jeu est très bien fait, même si il mobilise des capacités extrêmement importantes, il vous place dans une situation de sidération absolue, puisque le monde peut s'écrouler autour de vous, par exemple, vous ne l'entendez pas, on peut vous appeler, vous n'entendez rien, il peut se passer des tas de choses, vous êtes là, face à face avec votre image, et votre image est plus forte que votre esprit, elle capte votre esprit, et cette captation fait qu'elle modèle complètement votre esprit. Alors, si on en vient maintenant au deuxième terme de cette petite introduction, j'ai évoqué l'image, un peu son histoire, très vaguement, ce entre quoi et quoi elle évolue aujourd'hui, et vous avez vu que ici, dans le petit dessin animé que nous venons de regarder ensemble, nous sommes plutôt du côté du symbolique que du côté de l'obscène. Nous ne sommes pas du côté de la télé-réalité, nous sommes du côté d'un symbolique qui même va assez loin dans le symbolique au point qu'on peut avoir des difficultés à percevoir le symbolique et qu'on a vraiment un énorme travail à faire pour reconstruire le récit complètement ou pour boucher en quelque sorte les trous que ce récit laisse ouverts à notre imagination. Alors, image d'abord, médias ensuite. Les médias, si j'avais à introduire très rapidement et à dire quelques mots sur ce que c'est les médias, je reprendrai volontiers la définition qu'en donne Bernard Stiegler. Les médias, c'est d'abord l'externalisation de la mémoire. La mémoire humaine, une mémoire limitée. Nous n'avons pas une mémoire illimitée dans laquelle nous pourrions tenir présent en simultané une multitude de choses. Et donc, on a très tôt, les humains, probablement, inscrit des signes sur le sol. On a très tôt fait des listes, on a très tôt fait des comptes pour libérer notre mémoire, pour externaliser notre mémoire. On a ensuite sophistiqué tout cela par l'invention de l'écriture, et puis évidemment par l'invention de toute une série de techniques. Bon, les plus importantes sont le papyrus, puis ensuite la technique de l'écrit sur papier, du véritable papier, ensuite évidemment la reliure, le livre, etc. Tout cela, ce sont des outils pour externaliser notre mémoire. Et d'une certaine manière, comme le montre Bernard Stiegler, l'ordinateur que monsieur manipule ou que madame manipule, là, ce sont des mémoires externes que nous avons, mémoires externes que nous nous sommes données pour augmenter nos capacités de mémoire, et notre mémoire à la fois immédiate, nous pouvons retrouver dans ces outils toute une série d'éléments, mais également notre mémoire de travail. Ces outils comportent toute une série d'algorithmes qui nous permettent de leur faire effectuer toute une série de choses selon des processus que nous n'avons pas à garder en permanence en mémoire. C'est le principe de la calculette, par exemple, démultiplié à l'infini dans l'ordinateur gigantesque qui gère aujourd'hui le trafic aérien, ou bien la bourse de Chicago. Nous sommes là devant une externalisation de la mémoire, et ce que montre Bernard Stiegler, c'est que cette externalisation de la mémoire n'est jamais innocente, et que la matérialité de cette externalisation de la mémoire aboutit toujours à une certaine configuration psychique. C'est-à-dire que selon le type de mémoire externe que l'on utilise, on ne va pas penser de la même manière. On ne pense pas de la même manière quand on écrit sur des rouleaux que l'on dévide, quand on ouvre des livres.
On ne va pas penser de la même manière quand on va travailler sur des pages d'ordinateur, et on ne pense pas de la même manière quand on fonctionne sur Snapchat ou sur Twitter que quand on fonctionne sur des magazines qui eux-mêmes ne sont pas construits tout à fait comme des journaux. Cette mémoire externe formalise les éléments qu'elle contient, et c'est ce qui a fait dire à Marshall McLuhan sa phrase célèbre: le message, c'est le média. Le message, c'est le média, parce que ce que transmet d'abord un média, c'est lui-même. C'est la manière dont il a capturé le réel et la manière dont il le restitue. La manière dont il restitue ce réel, c'est d'abord ça, le message. Et c'est d'abord ce message-là que le média vous renvoie. Et si on regarde d'un peu près l'évolution des médias depuis, on va dire, une centaine d'années, et pour reprendre des catégories qui ne sont là, pour le coup, ni celles de Stickler, ni celles de McLuhan, ni celles de Goody et d'autres, nous sommes passés de médias froids à des médias que l'on dit chauds, et à des médias que l'on dirait aujourd'hui viraux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette tripartition entre les médias froids, les médias chauds et les médias viraux? Alors, les médias froids, bien, c'est le livre. Le livre est un média froid parce qu'il offre le temps du décalage, il ne dicte pas d'une manière fondamentale le type d'attention que vous devez lui apporter. Vous pouvez le feuilleter, vous pouvez vous y arrêter un certain temps, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez faire toute une série de choses qui font que vous êtes dans un rapport qui vous laisse une distance intellectuelle relativement importante avec le média que vous utilisez. Ce qu'on appelle les médias chauds, et qui commence à apparaître avec un certain nombre de journaux, et en particulier que l'on repère dans les photoromans, mais qu'on repère aussi dans les gazettes, etc., etc. Ce sont des médias qui vous dictent déjà un type de lecture, par la présentation, par la grosseur des titres, par l'organisation de la page, par la façon dont certaines des nouvelles sont mises en valeur alors que d'autres sont reléguées au dernier endroit. Et puis, bien sûr, c'est tous les médias qui vont utiliser l'image, et en particulier l'image animée qui sera progressivement de plus en plus labile et avec laquelle on pourra faire progressivement de plus en plus de choses, mais qui va en arriver jusqu'à l'extrême limite que j'évoquais tout à l'heure, du blockbuster, du jeu vidéo ou de certains réseaux sociaux qui sont dans une position par rapport à notre intelligence qui est une position de captation totale et qui ne nous permettent pas d'avoir cette distance que le média froid nous permettait de prendre avec la réalité. Alors nous sommes passés donc de ces médias froids à des médias chauds, qui sont des médias qui nous entourent, que la télévision a représenté pendant longtemps, et dont elle a été pendant longtemps le stade le plus avancé. Ces médias chauds sont eux-mêmes embarqués dans une espèce de course permanente à l'attention. Et cette course à l'attention, elle est liée au fait que ces médias chauds sont en concurrence les uns avec les autres. Et que chacun de ces médias, que ce soit la radio, les réseaux sociaux, le cinéma, la télévision, peu importe, ont comme objectif premier de vous prendre de l'attention et de ne pas vous lâcher. Parce que ce qu'ont compris très vite les gens qui ont élaboré les premiers outils électroniques,
c'est que le danger majeur, c'était que les gens utilisent des médias chauds comme des médias froids. Alors ils ont inventé un certain nombre d'outils. Et j'ai pu montrer dans certains travaux, un peu anciens maintenant, que l'outil qui avait été le plus déterminant pour faire que les médias chauds deviennent des médias de plus en plus chauds, brûlants, et qu'ils accélèrent dans une course permanente à la fascination, c'est la télécommande. C'est la télécommande. En réalité, il y a eu un passage extrêmement rapide d'un usage de la télévision qui était un usage, on va dire, un peu comme un média froid, où l'on choisissait son programme, où on ouvrait la télévision au début pour la fermer à la fin, pour regarder le film en famille, et en discuter ensuite avec ses enfants. Si ce n'était pas le film, c'était le journal télévisé, peu importe. On est passé de cela à un usage de la télévision qui, grâce à la télécommande, renvoie le sujet à une forme de toute puissance. Dans un article que j'ai fait pour la revue Medium, qui précisément s'intéresse à cette question de l'impact des médias, j'avais appelé cette télécommande un phallus high-tech. Alors, un phallus high-tech, évidemment, parce qu'elle a la forme, d'une part, parce qu'elle est high-tech, évidemment, mais surtout parce qu'elle en a la fonction. La fonction du phallus, c'est la toute-puissance. C'est la toute-puissance. La toute-puissance, c'est ce qui permet de couper son caquet à quelqu'un instantanément, de suivre 5 programmes à la fois, de changer immédiatement de chaîne quand cela ne vous plaît pas, de bousculer radicalement l'ordre des choses et du monde, simplement en passant des actualités sur le Moyen-Orient à un sermon d'un téléévangéliste, à un film porno, et en revenant ensuite à qui veut gagner des millions. Donc vous êtes dans une forme de toute puissance qui fait que vous avez entre les mains de quoi choisir le monde que vous voulez, d'une certaine manière, ou dont on vous fait croire que vous pouvez le choisir. En réalité, on ne vous montre que des images du monde. Mais ces images du monde vous donnent le sentiment que vous choisissez le monde que vous voulez, et que vous êtes dans ce monde. Et la télé-réalité va cultiver cela, en vous disant, vous êtes dans ce monde. Et comme toutes les chaînes ont une peur panique, c'est que vous quittiez la chaîne, et en particulier avant la pub. C'est-à-dire que vous utilisiez votre télécommande. Eh bien, les chaînes vont commencer, elles le font dès les années 1990-2000, à entrer dans une course absolument effrénée au raccourcissement des séquences et à la surenchère des effets. Un homme politique avait en moyenne pour s'exprimer 2 minutes et demie à 3 minutes dans les années 80. Il a aujourd'hui entre 15 et 18 secondes dans les temps de campagne électorale. En général, il a moins. Hein, parce que de quoi a peur celui qui est derrière son clavier, le régisseur, celui qui réalise réellement l'émission, il a peur que vous zappiez avant lui. Donc il zappe avant vous. Donc c'est une course entre zappeurs. Le zappeur que vous êtes, la zappeuse que vous êtes, a entre les mains un outil de toute puissance qui non seulement lui permet de changer le monde et de changer son image du monde, mais lui permet de faire accélérer en permanence les programmes, puisque chacun sachant que vous ne voulez pas vous ennuyer, qu'une image qui dure un peu trop, ou une réplique qui se répète, ou une explication qui rentre dans une démonstration, cela est insupportable, eh bien, comme chacun sait cela, chacun raccourcit, chacun coupe. Et on arrive à avoir des montages d'une extrême rapidité, puisque sur certaines émissions de télévision, on a jusqu'à 12 à 25 plans par seconde.
c'est absolument considérable. On travaille maintenant sur du 48, voire du 100 images secondes, alors que traditionnellement on travaillait sur du 18 ou du 24 images secondes. C'était la vitesse avec laquelle le cinéma, avec l'électronique et le numérique, travaille sur l'équivalent du 100 images secondes. Et on peut vous mettre dans une seconde un nombre incalculable de choses, y compris de choses que vous ne voyez pas d'ailleurs, mais qui excitent néanmoins votre nerf visuel, votre cerveau, et qui vous maintiennent en état d'attention, d'hyper-attention à l'égard de ce que cela vous procure. Et la télécommande s'est transportée un peu partout, puisque l'ordinateur a sa propre télécommande, permet de changer, et il permet de faire des choses absolument magiques, et en particulier de faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire d'avoir sur son écran 3, 4 ou 5 choses qui se déroulent, de choisir, de rebasculer de l'un sur l'autre, etc., et de faire tout cela simultanément. Nos enfants, nos petits-enfants sont des experts. Ils ont Facebook, ils ont YouTube d'ouvert, ils ont Snapchat, ils cliquent sur le côté, ils regardent en même temps un feuilleton qu'ils ont oublié de voir, ils cliquent sur une série qu'ils ont téléchargée, et ils voguent contre tout ça, avec des temps d'attention extrêmement restreints, extrêmement fractionnés. Nous sommes donc passés d'une période de médias froids à une période de médias hyper chauds, où la concurrence entre ces médias amène à renverser complètement le rapport de l'intentionnalité aux médias. Ce n'est plus vous qui avez une intention en allant lire le média, c'est le média qui est construit pour vous accrocher et vous attraper. La denrée la plus rare, dit un chercheur américain, aujourd'hui, ça va être l'attention, elle l'apostrophe, dans les salons des aéroports comme dans les cafés, partout on va essayer de capter votre attention, et il y a peu de temps vous payez pour acheter un livre, bientôt on vous payera pour lire le livre, parce que l'attention deviendra tellement rare, et l'attention continue deviendra tellement rare qu'il faudra que les industries en question vous accrochent, et que il y a de fortes chances, disent les spécialistes des médias aux États-Unis, pour que d'ici assez peu de temps, il y ait des bonus, y compris financiers, pour ceux qui regardent le programme en entier et ne changent pas de chaîne pour empêcher les gens de zapper. On vous achètera donc votre attention et vous pourrez gagner de l'argent en regardant la télévision, ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau. Alors nous sommes passés d'une information froide, de médias froids à des médias chauds, et nous entrons maintenant dans une ère que les chercheurs appellent même l'ère de l'information ou des médias viraux. Alors viraux, ça veut dire qu'on est au-delà de la séduction, voire de la captation par l'image. On est dans la rapidité de diffusion virale de l'image et de ce qu'elle transmet, à la fois comme message et comme média, pour reprendre l'expression de McLuhan. Les journalistes ont aujourd'hui des algorithmes extrêmement simples. Quand ils reçoivent toute une série de dépêches de telle agence, Reuters, France Presse, les agences américaines, etc., ils testent immédiatement sur les réseaux sociaux l'effet de ces dépêches, en quelques signes. Et ils ont des algorithmes dans les salles de rédaction qui leur permettent de savoir instantanément le nombre de retweets, le nombre de gens qui voient ce qu'ils viennent de faire sur les réseaux sociaux. Et c'est évidemment en fonction des algorithmes qui leur donnent les éléments en question qu'ils construisent le sommaire du journal télévisé ou de l'ensemble du journal, si c'est un journal papier. L'information n'est efficace que si elle est virale, peu importe qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, il faut qu'elle soit virale. Si elle est fausse, ça n'a strictement aucune importance.
parce que la rectification sera aussi virale que l'erreur. Et qu'on a tout intérêt à faire se battre des gens qui, l'un blanc, l'autre noir, et qui le font à une vitesse grand V, de telle manière à activer l'attention de ceux et celles qui sont accrochés à leurs prothèses technologiques et qui ne peuvent pas s'en séparer. Alors cette information et ces médias dits viraux, ne croyez pas qu'ils sont à usage simplement public. Ils sont aussi, via un certain nombre de petits logiciels que tous vos enfants ou vos petits-enfants ont dans leur portable, comme Snapchat ou ce genre de choses, ils sont aussi à usage social restreint. L'important est de répondre vite, au plus de monde possible, et de provoquer la réaction du plus de monde possible, le plus vite possible. L'important, c'est donc de diminuer toujours et de plus en plus le temps de la pensée, le temps de la réflexivité. On est dans une forme de médiatisation qui, bien évidemment, pose problème. Les spécialistes de la post-vérité estiment que nous passons environ, je vais vous dire parce que je l'ai noté, je ne voudrais pas vous donner les chiffres inexacts, que nous passons environ 8 secondes par page internet et que nous lisons, ce qui est assez fort d'ailleurs, une moyenne de 80 à 90 mots par page, que nous sommes donc tous absolument multitâches puisque nous faisons cela en général en faisant autre chose, et comme nous savons aujourd'hui grâce aux neurosciences quelles sont les zones cérébrales qui sont irriguées et qui sont activées pendant que nous faisons cela, nous observons et nous pouvons observer que quand nous faisons tout cela sur nos appareils, eh bien nous paralysons les zones consacrées au raisonnement logique et en particulier le cortex frontal qui est paralysé et qui ne peut plus jouer son rôle dévolu au raisonnement logique et à l'argumentation. C'est un chercheur américain, Jason Arwen, qui explique que cette saturation d'informations qu'il est impossible de hiérarchiser aboutit à une sorte de télescopage complet du spectaculaire et de l'émotionnel avec l'information elle-même et tétanise complètement toutes les capacités d'argumentation et de raisonnement chez ceux qui sont dans une situation de complète domination par rapport à cela. Alors tout cela pose évidemment un problème, troisième série de remarques, sur la question de la citoyenneté. Alors, j'ai pu vous apparaître dur, et j'ai pu vous apparaître même caricatural dans la manière dont j'ai présenté les choses. Il faudrait, si l'on voulait être exact, reprendre là l'usage, pour parler de citoyenneté, que mon collègue Bernard Stiegler fait du terme grec le pharmakon, hein, la pharmacie, qu'on a traduit par pharmacie, et qui signifie à la fois le remède et le poison. Hein, la digitaline, qui ne doit pas pousser ici, je crois, est par petite dose un remède tout à fait salutaire pour accélérer le rythme cardiaque de gens qui sont un petit peu en difficulté, mais c'est à haute dose un poison extrêmement dangereux, vénéneux et qui peut tuer très largement beaucoup de gens. Et Bernard Stiegler montre que le pharmakon, ce qui à la fois soigne et tue, eh bien c'est le média. Et que nous devons traiter les médias comme des pharmakons, non pas les diaboliser, comme j'ai pu paraître le faire dans ma deuxième partie, mais en essayant de nous interroger sur les usages de ces médias qui seraient susceptibles de permettre de former à la citoyenneté. Et comme on ne reviendra pas à l'arrière, il vaut mieux effectivement procéder comme ça. Je crois que, sauf catastrophe atomique due à un emballement subi de la Corée du Nord, c'est assez peu vraisemblable que nous n'ayons plus d'ordinateurs et que tous les objets numériques soient détruits dans les
années qui viennent, il vaut mieux faire comme si ils allaient continuer à se développer et réfléchir sur leur bon usage. Alors le bon usage, au fond, il n'est pas très difficile à identifier, le bon usage des médias, pour former à la citoyenneté. Moi je dirais qu'il y a 3 mots qui me semblent être susceptibles de résumer le bon usage des médias. Le mot attention, évidemment, le mot information et le mot coopération. Alors le mot attention d'abord, parce que évidemment, la question des médias, c'est la question politique de l'attention. Mon collègue Citon a écrit un très beau livre qui s'appelle L'écologie de l'attention, où il montre qu'une société se définit par ce à quoi elle dit aux gens de faire attention ensemble. Et que ce qui constitue un collectif, c'est des gens qui font attention à la même chose en même temps. Que ce collectif soit un collectif religieux, judiciaire, théâtral, tout ce que vous voulez. Un collectif, c'est des gens qui font attention à la même chose en même temps. La question de l'attention n'est donc pas du tout une question de volonté individuelle. Bien évidemment, notre volonté individuelle joue dans notre capacité à faire attention à, mais c'est d'abord une question politique, l'attention. C'est comment les pouvoirs politiques régulent les dispositifs d'attention que sont la télévision, Internet, le téléphone portable même, dans un certain nombre de lieux, quel usage collectif les pouvoirs publics, c'est-à-dire nous décidons d'avoir de ces outils. Quel usage nous décidons d'avoir de ces outils. Il m'arrive, mais sans doute à vous également, de voir parfois une famille au restaurant où les 4 ou 5 personnes autour de la table ont chacun leur téléphone portable et envoient des textos. On a un rituel de l'attention assez étrange. Chacun finalement envoyant des textos, peut-être à celui qui est en face lui, on ne sait pas, à celui qui est à l'extérieur, on ne sait pas non plus. En tout cas, le téléphone portable se donnant comme prioritaire par rapport aux gens qui sont en présence de vous. Alors on voit bien ce que ça peut vouloir dire qu'une société où la fascination des prothèses technologiques deviendrait prioritaire sur l'attention à l'humain. Ça s'appelle tout simplement la barbarie. Quand les prothèses technologiques sont plus fascinantes que l'attention à l'humain et à l'humanité dans l'humain, ça veut dire que l'humain n'est plus ce qu'il y a de plus important. Le plus important n'est plus la personne qui est en face de vous, ce ne sont plus les humains avec lesquels vous vivez, c'est la prothèse technologique. Alors dont vous me direz qu'elle vous relie parfois à d'autres humains, mais au détriment de cette présence du visage de l'autre, dans Emmanuel Lévinas montre bien quelle est la caractéristique de l'humain dans ce qu'il a de plus fort, parce que s'échangent là des choses qui ne peuvent s'échanger d'aucune autre manière, ni autrement. Donc reconstruire des dispositifs d'attention, c'est probablement possible à travers les médias, mais ça demande probablement, on y reviendra dans le débat, un travail de la famille, un travail de l'école, un travail des mouvements d'éducation populaire, un travail aussi sur des choses aussi simples que voir un film au cinéma, ça n'est pas tout à fait la même chose que le voir quand on l'a téléchargé sur Internet. Le cinéma, c'est un dispositif d'attention collective où on est dans le noir, où on regarde ensemble la même chose en même temps, sans être distrait par autre chose, en principe, parce que maintenant dans les cinémas, il y a des portables qui fonctionnent aussi parfois. Et on voit bien qu'il y a quelque chose d'important dans le fait de maintenir le cinéma, et de maintenir pas simplement la vidéo sur ordinateur, mais le cinéma comme dispositif collectif d'attention, comme cadre construit
où l'on regarde ensemble pour pouvoir éventuellement parler ensemble de ce que l'on a vu. L'attention d'abord, l'information ensuite. L'information évidemment parce que les médias, Internet en particulier, nous offrent une quantité absolument fantastique, fabuleuse d'informations. Et le problème, c'est qu'ils ne hiérarchisent pas cette information. Quand vous tapez sur Google, vous avez des tas de réponses qui sortent, mais ces réponses ne sont pas du tout classées par ordre de vérité. Elles sont classées par ordre d'attractivité. Or, ce qui est le plus attractif est en général ce qui est le moins vrai. Par exemple, les théories du complot sont bien plus attractives que des vérités pas encore élaborées, dans lesquelles il y a des trous, etc. Des systèmes de pensée extrêmement simplistes, qui opposent les bons et les méchants, qui expliquent d'une manière extrêmement simple comment fonctionne le monde et qui vous dit comment vous allez vous-même reconstruire votre vie en vous asseyant par terre et en ressentant les forces telluriques. Tout ça est d'une simplicité absolue, mais plus c'est simple, plus ça marche, évidemment. Et les moteurs de recherche vont toujours vous donner accès à la simplicité avant de vous donner accès à la vérité. Ils vont vous donner accès à ce qui est attractif, ils vont vous donner accès à ce qui vous scotchera, et non pas à ce qui vous fera réfléchir. Voilà. Quand il y a des trous dans quelque chose, quand il y a des absences, quand il y a des ignorances, quand il y a des éléments qui sont encore confus, vous passez, vous allez là où c'est clair. Mais là où c'est clair, c'est faux. Puisque la réalité de la connaissance humaine, c'est que la clarté, ça n'est jamais que le bout, l'aboutissement, la fin d'un long processus compliqué. Donc, l'attention, l'information, et là encore, la famille, l'école ont des rôles absolument essentiels à tenir, comme le mouvement d'éducation populaire. Et puis le troisième terme, c'est celui de la coopération. On peut imaginer un monde où chacun d'entre nous sera derrière son écran et où nous serons ensemble, côte à côte. Nous vivrons ensemble, côte à côte, mais juxtaposés dans l'indifférence de l'autre. Indifférence éventuellement nous ne romprons qu'à travers les réseaux sociaux, mais sans jamais rencontrer l'autre. Une étude de deux collègues de Clermont-Ferrand montre que le cyberharcèlement, par exemple, qui sévit entre les adolescents, est beaucoup plus ravageur, en particulier pour les jeunes filles, que le harcèlement direct, présentiel. Il est plus ravageur parce que sur les réseaux sociaux, on peut se permettre de dire des choses qu'on ne dirait jamais en face. Moi-même, hier soir, j'étais très affecté parce que j'ai ouvert les réseaux sociaux et j'ai vu bordé d'injures me concernant, de gens qui, évidemment, jamais n'auraient osé me dire ça face à face. Enfin, on ne sait jamais, tout à l'heure, peut-être, certains vont s'y mettre. De gens qui le font, en plus, sous le couvert de l'anonymat. Et qui dépassent évidemment les bornes dans la violence. Il y a donc dans les réseaux sociaux un vrai danger de monter de l'indifférence à l'autre et un vrai danger de monter d'un cran dans l'agression, puisque la présence de l'autre n'est même pas là pour me rappeler à l'ordre de l'altérité et de l'humain que l'autre représente. Hein. Donc il y a ce danger-là. Mais les réseaux sociaux, pour autant, sont des fabuleux outils de coopération. Sont des fabuleux outils de coopération. Coopération à travers les outils collaboratifs, qui sont extrêmement nombreux. Coopération entre les générations, par exemple, aussi. Mes enfants ont appris Internet à leur grand-père et ont transformé la vieillesse de leur grand-père, qui, à travers Internet, a vécu une vie tout à fait fantastique. Et des expériences les plus significatives que j'ai faites, c'est celle de demander à des jeunes de lycée professionnel informatique d'aller apprendre l'informatique, le numérique à des personnes d'une maison de retraite.
c'était fabuleux parce que l'échange était de grande qualité. Ces personnes âgées découvraient des pays qu'elles n'avaient jamais visités, refaisaient leur arbre généalogique, redécouvraient des photos qu'elles avaient oubliées, et en même temps, elles interrogeaient ces jeunes. Mais tu fais quoi sur World of Warcraft? Tu me dis que tu as 17 avatars, que tu es au niveau 12, tu peux m'expliquer, c'est quoi cette histoire? Et les jeunes se mettaient à parler à ce moment-là de choses dont ils ne parlent jamais avec leurs parents, parce que vous ne savez pas à quel niveau est votre fils ou votre fille sur World of Warcraft, enfin si, peut-être certains d'entre vous, enfin, pas la majorité d'entre vous. Donc, on peut évidemment faire de ces outils des outils de coopération extrêmement précieux. Alors cela suppose un certain nombre de règles, hein, qui sont des règles, me semble-t-il, qui renvoient à une éthique collective, et de la même manière que Bergson disait, c'est un peu passé de mode parce que Bergson est dans le purgatoire des philosophes, mais de la même manière que Bergson disait que l'apparition de la technique nécessitait un supplément d'âme, je pense que l'apparition du numérique nécessite un supplément de pensée et d'éducation à la pensée. De pensée et d'éducation à la pensée, et que cela nécessite aussi un changement dans le rapport à la temporalité. Parce qu'au fond, ce qui est le plus dévastateur pour un certain nombre de nos enfants dans le numérique, c'est quand celui-ci abolit la temporalité. Le temps réel, c'est l'abolition du temps. Quand vous répondez en temps réel, ça veut dire que vous ne prenez pas le temps de répondre. Ça veut dire que vous répondez instantanément. Le temps réel, c'est l'instantanéité. Et quand vous répondez dans l'instantanéité, c'est en général n'importe quoi. Hein, parce que vous n'avez pas pris le temps de réfléchir, d'anticiper les conséquences, de voir les différentes hypothèses, etc. etc. Alors, ça n'est pas l'outil qui nous oblige à répondre en temps réel. Hein. Même le mail, hein, on peut écrire un mail, le mettre dans la case brouillon, le lire le lendemain, le relire le surlendemain, l'envoyer les 48 heures après, quand il a été bien peaufiné, bien relu, etc. Ou on peut, quand on reçoit un mail collectif qui nous énerve, répondre à 123 personnes, je vous emmerde, dans la seconde où on reçoit le mail. Hein. On peut rester dans l'instantanéité pulsionnelle, ou bien au contraire prendre le temps d'utiliser ces outils comme des moyens pour permettre de réinvestir la temporalité. Je vais m'arrêter là pour ces quelques remarques introductives sur les trois termes qui m'étaient proposés, qui étaient image d'une part, média d'autre part, citoyenneté enfin, en disant que je suis loin d'avoir bien évidemment exploré la complexité du phénomène que je viens d'évoquer très superficiellement, que j'ai probablement à tort focalisé sur les enfants et les adolescents, alors qu'une partie des adultes a acquis à peu près aujourd'hui les mêmes comportements, et qu'ils sont assez facilement critiques sur le comportement de leurs enfants sans être toujours suffisamment critiques sur le leur, sachant que, bien évidemment, dans ce domaine, comme dans beaucoup, c'est notre exemple d'adulte et notre place d'adulte qui se joue. On pourrait multiplier les exemples pour illustrer cela. Disons tout simplement que face à l'écran, l'enfant a besoin d'un adulte à côté de lui. À côté de lui, pour lui dire quand il a 3 ans, non, la télé c'est pas pour toi. Quand il a 5 ans, la tablette c'est une demi-heure et c'est pas plus, et c'est avant le repas et pas à tel moment, comme le dit Serge Tisseron. Quand il a 9 ans, en disant l'ordinateur c'est pour faire ceci, pour chercher des documents. Il a besoin d'avoir un adulte à côté de lui parce qu'il va aussi rencontrer un certain nombre de choses qui sont des images dévastatrices sur le plan psychique,
Je ne vais pas rentrer ici sur la question très complexe de la pornographie et de l'inflation pornographique sur Internet, qui est évidemment dramatique. Dramatique dans la mesure où elle ramène le corps à de la viande, ce qui est la définition même de l'animalité par rapport à l'humanité. Vous savez qu'aujourd'hui, les anthropologues sont tous d'accord pour dire que l'Homo sapiens sapiens a commencé quand il a enterré ses morts, c'est-à-dire quand il a considéré que le corps n'était pas de la viande, et qu'on devait un respect au corps, que ce respect du corps était constitutif de ce que Montaigne appellera beaucoup plus tard l'humaine condition. Or, sur Internet, le corps, c'est souvent de la viande, étalé sur des étals de boucherie plus ou moins ragoûtants, plus ou moins travaillés, mais cela ne peut pas ne pas avoir d'impact, pas plus que la violence ne peut pas ne pas avoir d'impact. Alors bien sûr, nos enfants ne regarderont pas des images pornographiques en notre présence. Mais pour autant, la figure tutélaire de l'adulte doit être là, présente, pas dans l'instant, mais présente suffisamment et à certains moments pour que des paroles soient dites et pour que l'enfant ne soit pas laissé seul face à la sidération de l'image. Pour ne pas être laissé seul face à cette sidération de l'image, je pense qu'il n'y a qu'une invention humaine, la plus belle des inventions humaines, c'est la parole. C'est la parole échangée, même si, évidemment, avec les adolescents, c'est compliqué. Parce qu'ils parlent peu, parce qu'ils parlent pas souvent, parce qu'ils parlent pas de ce qui les intéresse, et parce que quand on leur parle de quelque chose qui les touche, ils ne nous disent pas merci, mais va te faire foutre. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais notre présence, notre figure tutélaire est nécessaire. Il est nécessaire qu'elle soit là, et il est nécessaire que dans l'école, elle soit là aussi. Il est nécessaire que les mouvements d'éducation populaire soient militants d'une certaine forme d'image, qui ne soit pas l'image obscène ou l'image symbolique, qui soit militant d'une attention collective, qui ne soit pas la juxtaposition d'attention individuelle, et ainsi de suite. Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction à un débat que nous allons avoir maintenant. Je n'ai pas répondu à toutes les questions qui m'avaient été posées, mais vous allez les poser tout de suite. Voilà, merci de votre attention pour quelques minutes.